Bonjour à tous. Cette semaine, nous attaquons le module 11. Les écoulements impliquant des changements rapides de profondeur et de vitesse, appelés écoulements à variation rapide ou RVF, ont été examinés dans les modules précédents. Il est temps de passer maintenant à l'écoulement graduellement varié, GVF. Un GVF est une forme d'écoulement stable, non uniforme, caractérisée par des variations graduelles de la profondeur et de la vitesse d'écoulement. Ils ont souvent des petites pentes et pas de changement brusque, ainsi qu'une surface libre qui reste toujours lisse et donc sans discontinuité ou sans zigzag. Un changement de pente du fond ou de la section transversale d'un canal et une obstruction dans le trajet d'écoulement d'un régime uniforme peut provoquer un écoulement graduellement ou rapidement varié. Des écoulements rapidement variés se produisent sur une courte section du canal pour une surface relativement petite, et donc les pertes par frottement associées aux forces de cisaillement de la paroi sont négligeables. Les pertes de charge dans les écoulements rapidement variés sont très localisées et sont dues à une forte agitation et une forte turbulence. Les pertes dans les écoulements graduellement variés, en revanche, sont principalement dues aux effets de frottement le long du canal et peuvent être déterminées à partir de la formule de Manning. Nous avons 4 objectifs d'apprentissage dans ce module. Dans un écoulement graduellement varié, la profondeur et la vitesse d'écoulement varient lentement tout en ayant une surface libre stable. Ainsi, il est possible de formuler la variation de profondeur d'écoulement le long du canal avec les principes de conservation de la masse et de l'énergie pour obtenir les relations du profil. Rappelez-vous, en écoulement uniforme, la pente de la ligne d'énergie est égale à la pente de la surface inférieure. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'est la pente critique et les pentes douces et abruptes. Nous verrons aussi différents profils d'écoulement non uniformes. Et nous examinerons enfin différentes situations de profils d'écoulement non uniformes subissant des changements de pente. Revoyons ensemble rapidement certaines notions vues lors des 2 derniers modules. Un écoulement supercritique est contrôlé par l'amont, c'est-à-dire que les changements encourus en aval n'affecteront pas l'écoulement en amont. En revanche, lors d'un écoulement sous-critique, le niveau d'eau en amont est affecté par les caractéristiques du canal en aval, par exemple les élévations du lit ou encore par des contractions trop grandes. L'équation de Manning est un outil très pratique nous permettant de calculer la profondeur normale YN en fonction des caractéristiques d'un canal telles que le débit, la pente et le rayon hydraulique. Et enfin, on parle d'un point de contrôle lorsqu'il existe un endroit où il y a une relation unique entre le débit et la profondeur, comme par exemple lors d'une contraction d'un canal ou d'une augmentation du lit due à un écoulement qui devient critique. Dans un écoulement graduellement varié, les pertes de friction deviennent importantes car la distance peut être importante, contrairement aux écoulements rapidement variés. Pour commencer, chaque profil de surface peut être identifié par une lettre, indiquant la pente du canal, et par un chiffre indiquant la profondeur d'écoulement par rapport à la profondeur critique YC et la profondeur normale YN. La pente du canal peut être abrupte, soit S pour steep, critique C, douce, M pour mild, horizontale H ou adverse A. Pour un certain débit Q, SC est une pente pour laquelle la profondeur normale est égale à la profondeur critique. Par conséquent, si la pente du canal S0 est plus abrupte que SC, alors la pente est dite abrupte et la profondeur normale YN est plus petite que la profondeur critique YC. Si la pente S0 est égale à SC, alors la pente est dite critique et la profondeur normale YN sera égale à la profondeur critique YC.
Finalement, si la pente S0 est plus douce que SC, alors la pente est dite douce et la profondeur normale YN est plus grande que la profondeur critique YC. Pour trouver la pente critique SC, il faut utiliser l'équation de Manning ainsi que la relation 2 vue au module 9. En isolant le débit dans chacune des deux équations et en les égalant, on obtient une équation nous permettant de calculer la pente critique SC. À noter qu'ici, que l'air et le périmètre mouillé sont calculés à partir de la profondeur critique YC. Dans les canaux très larges, nous pouvons utiliser certaines approximations. On peut notamment dire que le périmètre mouillé est approximativement égal à la largeur du canal B. Ainsi, on obtient une relation simplifiée pour la pente critique, qui est fonction de la profondeur critique et du coefficient de Manning uniquement. Sachant que la profondeur critique dépend du débit, alors la pente critique dépend elle aussi du débit. Cela revient à dire qu'un même canal peut être abrupt pour un certain débit, mais doux pour un autre. Voyons un premier exemple ensemble. Dans un canal rectangulaire dont la largeur est de B égale 25 mètres, le coefficient de Manning est de n égale 0,013 et la profondeur critique est de 0,5 mètres. Calculez la pente critique et le débit. La première chose à remarquer ici est qu'il s'agit d'un canal très large. On va donc être en mesure d'utiliser la version simplifiée de l'équation pour trouver la pente critique. Nous connaissons le coefficient de Manning, 0,013, ainsi que la profondeur critique de 0,5 mètres. Nous pouvons donc directement calculer la pente critique SC pour laquelle nous obtenons une valeur de 0,00209. Pour le débit, on utilise la relation directe qu'il existe entre la profondeur critique et le débit unitaire dans un canal rectangulaire afin d'obtenir un débit unitaire de 1,107 mètres carrés par seconde. Le débit total est donc de 27,68 mètres cubes par seconde. Même si le canal n'est pas considéré comme étant très large, il est possible d'obtenir une expression pour calculer de façon explicite la pente critique SC. Dans un tel cas, il faut passer par certaines étapes intermédiaires, telles que le calcul de l'air A et du périmètre mouillé P en utilisant la profondeur critique telle que nous l'avons mentionné plus tôt. Voici un deuxième exemple. Un canal rectangulaire dont la largeur est de B égale 2 mètres et de N de 0,013 a un débit de 2 mètres cubes par seconde. Calculez la pente critique. Ici, comme on peut le voir, il ne s'agit pas d'un canal très large. Nous ne pourrons donc pas utiliser les équations simplifiées. La première étape consiste à calculer la profondeur critique YC. Étant donné qu'il s'agit d'un canal rectangulaire et que nous connaissons le débit total et la largeur du canal, on peut calculer YC relativement facilement en utilisant l'équation reliant le débit unitaire. Nous obtenons une profondeur critique de 0,47 mètres. Par la suite, on utilise cette profondeur pour calculer l'aire de la section de 0,94 mètres carrés, le périmètre mouillé 2,94 mètres, ainsi que la pente critique résultant à l'aide de l'équation de Manning. Nous obtenons une pente critique de 0,0035 dans ce cas. Voyons un troisième exemple. Déterminez le régime d'écoulement et la pente critique pour le canal trapézoïdal suivant. Nous avons plusieurs informations. On nous demande de trouver le débit pour un écoulement uniforme et pour ce débit de calculer la profondeur critique et la pente critique et savoir aussi s'il s'agit d'un canal abrupt ou doux. Et finalement, il faut calculer l'énergie spécifique critique pour le débit calculé au point A. Voici la représentation graphique du canal en question ainsi que les données importantes du problème. Commençons par trouver le débit pour un écoulement uniforme.
Nous savons qu'un écoulement uniforme implique l'équation de Manning. Dans ce problème, nous avons toutes les informations nécessaires afin de trouver le débit à l'aide de l'équation de Manning, soit la profondeur, la largeur du canal, la force géométrique du canal, la pente et le coefficient de Manning du lit. Nous trouvons donc un débit de 129,71 m3 par seconde. Avec ce débit, il faut maintenant exprimer l'équation d'un écoulement critique en termes de profondeur critique. Il faut donc exprimer l'aire de la section ainsi que la largeur du canal en termes de profondeur critique pour être en mesure de la calculer par itération. Nous trouvons ainsi une profondeur critique de 2,53 mètres. En utilisant cette profondeur dans l'équation de Manning, nous pouvons aussi calculer la pente critique correspondante. On obtient une pente critique de 0,0057. Elle est plus abrupte que la pente du canal qui est de 0,001. On peut conclure que pour ce débit, il s'agit d'un canal doux. Finalement, pour calculer l'énergie spécifique critique, il suffit d'appliquer l'équation correspondante et de calculer l'énergie à l'aide de la profondeur et la vitesse critique trouvées précédemment. On trouve une énergie spécifique critique de 3,49 mètres. En résumé, SC est la pente pour laquelle la profondeur normale du canal est égale à la profondeur critique. Donc, si on utilise SC dans l'équation de Manning, alors YN égale YC. La pente du canal est douce si elle est plus petite que SC et elle est abrupte si elle est plus grande que SC. Définissons maintenant un nouveau paramètre, soit la pente de friction. Elle correspond à la pente d'énergie totale d'un écoulement. Son expression contient trois termes, soit la profondeur Y, le terme d'énergie cinétique et le terme d'élévation de la base Z par rapport à une référence donnée. On peut aussi définir la variation de profondeur Y en fonction de la distance traversée le long du canal X. Elle est fonction des pentes du canal et de la pente de friction, ainsi que du nombre de Froude correspondant à l'écoulement. Voici la démonstration de l'équation reliant la profondeur à la distance de la dernière diapositive. On commence par établir la relation entre la variation de l'énergie spécifique selon la distance parcourue, qui est elle-même dépendante de la pente du canal et de la pente de friction. Elle dépend également de la relation entre l'énergie spécifique et la profondeur, elle-même en fonction du nombre de Froude. En combinant ces deux relations, il est possible d'établir une relation entre la profondeur Y et la distance parcourue le long du canal X. Nous avons démontré que pour un écoulement uniforme, S0 égale SF. Ainsi, on utilise S0 au lieu de SF dans l'équation de Manning. Cependant, si l'écoulement n'est pas uniforme, on peut toujours utiliser l'équation de Manning, mais avec la pente de friction SF au lieu de la pente S0. Faites attention. Ainsi, pour un certain débit et une profondeur donnée, on peut utiliser l'équation de Manning afin de trouver la pente de friction SF. Une fois la pente de friction trouvée, il est possible de calculer le changement de profondeur de l'eau selon la distance avec l'équation présentée ici. Cela peut nous être très utile pour la classification des écoulements graduellement variés, ainsi que pour le calcul de la profondeur d'eau dans certains types de canaux ou de rivières. En observant de plus près l'équation de Manning, lorsqu'on utilise la pente de friction, on peut établir certains liens entre la pente de friction et la profondeur d'écoulement. Lorsque la profondeur Y est plus petite que la profondeur normale YN, alors la pente de friction SF est plus grande que la pente du canal S0. De la même manière, si la profondeur d'écoulement est plus grande que la profondeur normale, la pente SF est plus petite que la pente S0.
On peut aussi trouver la relation entre le nombre de Froude et la profondeur de l'eau par rapport à la profondeur critique. Nous avons déjà vu ce concept dans le module précédent. Avant de pouvoir classer les types d'écoulement, il faut tout d'abord classifier les types de canaux. Tels que mentionnés au début de ce module, il y a 5 types de canaux différents. Abrupt, S, critique, C, doux, M, horizontal, H et adverse, A. Nous allons voir en détail comment l'écoulement est affecté dans chaque type de canal. Afin d'alléger les notations, nous allons définir 3 régions distinctes dans lesquelles un écoulement peut se trouver selon les profondeurs normales YN et la profondeur critique YC. Ces régions sont aussi définies selon le type de pente du canal. Nous allons souvent nous référer aux régions 1, 2 et 3 illustrées ici pour décrire l'écoulement dans différentes situations. Commençons par voir en détail ce qu'il se produit si la pente du canal est douce, ou M. Dans ce type de canal, la profondeur normale YN est plus grande que la profondeur critique YC, telle qu'illustrée sur la figure. Nos 3 régions seront donc la région M1, où la profondeur Y est plus grande que YN, la région M2, où la profondeur Y se situe entre YN et YC, et la région M3, où la profondeur Y est plus petite que YC. Dans les prochaines diapositives, nous allons démontrer que la profondeur de l'eau augmente dans la région M1, que la profondeur de l'eau diminue dans la région M2 et que la profondeur de l'eau augmente dans la région M3. Commençons avec la région M1. Ici, nous savons que Y est plus grand que YN et que YC. Donc, grâce aux relations établies précédemment, SF est plus petit que S0 et I, le nombre de Froude associé, est plus petit que 1. En calculant la variation du niveau d'eau dy sur une distance dx, nous obtenons un numérateur et un dénominateur positifs, ce qui signifie que la profondeur de l'eau augmente dans la direction de l'écoulement, tel qu'illustré sur la figure. On peut faire la même analyse pour la région M2. Ici, on trouve un numérateur négatif et un dénominateur positif. Donc le niveau d'eau diminue dans le sens de l'écoulement. Pour la région M3, la profondeur Y est moins grande que YN et que YC. On obtient un numérateur et un dénominateur négatif. Le niveau d'eau augmente donc dans la direction de l'écoulement. En observant l'équation de la variation du niveau ΔY sur ΔX, on remarque certains cas particuliers. Si Y tend vers YN, alors ΔY sur ΔX tend vers 0. Cela veut dire que la surface de l'eau va tendre à se rapprocher de la profondeur normale. Cependant, si Y tend vers la profondeur critique YC, ΔY sur ΔX tendra vers l'infini. En pratique, cela signifie qu'il y aura apparition d'un écoulement rapidement varié, un ressaut hydraulique par exemple. L'équation de la variation du niveau par rapport à la distance ne sera donc plus valide. En résumé, pour les pentes douces, nous avons montré que la profondeur de l'eau augmente dans la région M1, qu'elle diminue dans la région M2 et qu'elle augmente dans la région M3. De plus, on remarque que lorsque la profondeur Y s'approche de YC, elle le fait de façon rapide. Ce phénomène est directement lié au cas extrême dont nous venons de discuter lorsque ΔY sur ΔX tend vers l'infini. Voyons maintenant ce qu'il se produit dans le cas d'une pente abrupte S. Ici, la profondeur normale YN est plus petite que la profondeur critique YC. Ici, nous allons montrer que la profondeur de l'eau augmente dans la région S1, qu'elle diminue dans la région S2 et qu'elle augmente dans la région S3. Pour la région S1, puisque Y est plus grand que YN et YC,
nous obtenons un ratio ΔY sur ΔX positif. Et donc, la profondeur de l'eau augmente dans la direction de l'écoulement. Dans la zone 2, lorsque Y se situe entre YN et YC, nous obtenons un ratio ΔY sur ΔX négatif. Et donc, la profondeur de l'eau diminue dans la direction d'écoulement. Et enfin, dans le cas où Y est plus petit que YN et que YC, la profondeur de l'eau augmente dans la direction de l'écoulement. En résumé, voici les trois situations pour des pentes abruptes. Remarquons que la profondeur s'approche de la profondeur normale de façon asymptotique dans les régions S2 et S3 comme pour les pentes douces. Ceci est dû au fait que la variation ΔY sur ΔX lorsque Y tend vers YN est presque nulle, donc elle tend vers 0. Voyons maintenant comment classifier les écoulements dans les pentes critiques, horizontales et adverses. Notez que pour la pente critique, YN et YC sont les mêmes. La région 2 sera décrite par une ligne plutôt que par une région. Cette ligne correspond à Y égale YC. Similairement, pour les pentes horizontales ou adverses, la région 1 n'existe pas car la profondeur normale est très élevée. Voici un résumé pour une pente douce, un résumé des trois possibilités en présence d'une pente abrupte, ce qu'il se passe pour une pente critique. N'oubliez pas ici que nous n'avons que les régions C1 et C3. En analysant le signe de ΔY sur ΔX, on peut dire que la profondeur augmente dans la direction de l'écoulement dans les deux cas. Pour un canal horizontal, une analyse du signe de la variation du niveau d'eau nous permet de conclure que le niveau va diminuer dans la région H2, donc lorsque Y est plus grand que YC, mais qu'il va augmenter dans la région H3, dans laquelle Y est plus petit que YC. Dans les deux cas, la variation se dirige vers la profondeur critique de façon rapide, c'est-à-dire avec un grand angle. Et enfin, pour un canal adverse, la situation est similaire à celle d'un canal horizontal. Ainsi, le niveau d'eau diminue dans la région H2, mais il augmente dans la région H3. Regardons maintenant ce qu'il se produit lorsque nous avons un changement de type de pente. Dans le premier cas, nous allons analyser le passage d'une pente douce à une pente abrupte. Ici, l'écoulement en amont est sous-critique. Le changement de pente affectera donc l'écoulement en amont. La profondeur de l'eau va changer. L'écoulement avant l'intersection est sous-critique et devient supercritique après le changement de pente. À l'intersection, il y a donc un changement de régime. L'écoulement sera forcément critique. Pour le cas contraire, dans lequel nous passons d'une pente abrupte à une pente douce, dans la portion où la pente est douce, l'écoulement est sous-critique et la profondeur est plus importante. Il y aura donc un ressaut hydraulique entre les parties supercritiques et sous-critiques, mais l'écoulement supercritique en amont ne changera pas. Dans ce cas-ci, nous aurons deux possibilités. Soit le ressaut hydraulique se produira avant l'intersection des pentes, ou alors il se produira après l'intersection des deux pentes. Mais comment savoir dans quel cas on se trouve? Une chance pour nous, il existe des méthodes pour prédire quel cas s'applique à une situation donnée. Pour pouvoir déterminer l'endroit du ressaut, il faut d'abord calculer les profondeurs normales pour les deux pentes, YN1 et YN2. Par la suite, on calcule Y1 étoile, c'est-à-dire la profondeur conjuguée de la profondeur normale dans la pente abrupte 1. Et on compare cette profondeur à la profondeur normale YN2. Deux cas peuvent alors survenir. Si Y1 étoile est plus petit que YN2, alors le ressaut se produira avant l'intersection, suivi par un profil S1 jusqu'à ce que l'écoulement atteigne la profondeur YN2. Si Y1 étoile est plus grand que YN2, alors le ressaut ne pourra pas se produire avant l'intersection car le profil S1 ne peut pas diminuer. Donc dans ce cas-ci, il faut calculer la profondeur Y2 étoile, qui est la profondeur conjuguée de YN2,
Le ressaut se produira lorsque le niveau d'eau aura atteint cette profondeur, ce qui se produira après l'intersection. Voici un exemple d'écoulement suivant un profil M1, avant d'arriver à une vanne. Celle-ci force la profondeur d'eau à baisser et suivre un profil M3 juste après la vanne. Par contre, comme le niveau d'eau se dirige vers un écoulement normal, il y aura la formation d'un ressaut hydraulique, car c'est la seule façon de passer d'un régime supercritique à un régime sous-critique. L'écoulement se poursuivra de façon uniforme une fois qu'il aura atteint la profondeur YN2 en aval de la vanne. Voici un exemple dans lequel nous avons le passage d'une pente douce à une pente abrupte. Au départ, on a un écoulement uniforme de profondeur YN1 qui va passer par une profondeur critique au point de contrôle pour se transformer en régime supercritique dans la pente abrupte. Une fois stabilisée au niveau de la profondeur normale dans la pente abrupte, la pente devient soudainement horizontale. Il y aura donc formation d'un ressaut hydraulique suite au changement de pente, pour ensuite se diriger vers une chute libre en fin de course. Voici un autre exemple d'un passage de pente abrupte à une pente douce. Tel que nous l'avons vu, le ressaut hydraulique peut se former avant ou après l'intersection. Tout dépend des profondeurs normales de chacune des pentes, ainsi que des profondeurs conjuguées de ces profondeurs. Voyons un dernier exemple ensemble pour illustrer le tout. Dans un canal rectangulaire, le débit est de 100 m3 par seconde. La largeur du canal est de 6 mètres et le coefficient de Manning est de n égale 0,015. Déterminez les régimes d'écoulement et dessinez les profils de la surface d'eau pour les 4 cas suivants. Dans cet exemple, nous allons voir 4 différentes situations de changement de pente. Nous allons pouvoir appliquer les concepts couverts dans ce module. Commençons par le point A. Ici, nous avons un canal qui passe d'une pente de 0,003 à une pente de 0,01. La première étape consiste à trouver les profondeurs normales de chacune des pentes. Souvenez-vous que pour trouver les pentes normales, il suffit seulement d'utiliser l'équation de Manning. Pour la pente de 0,03, on trouve un YN1 de 3,35 mètres. Et pour la pente de 0,01, on trouve un YN2 de 2,15 mètres. Ensuite, on calcule la profondeur critique correspondant au débit donné. Comme la profondeur critique ne dépend pas de la pente, elle sera la même tout au long du canal. On trouve la profondeur critique en utilisant l'équation simplifiée pour un canal rectangulaire. On obtient donc YC égale à 3,05 mètres. En comparant les trois profondeurs trouvées, nous pouvons voir que la première pente, YN1, est plus grande que YC. Il s'agit donc d'une pente douce. Alors que pour la deuxième pente, nos résultats démontrent qu'il s'agit d'une pente abrupte. Le profil d'écoulement ressemblera à celui qui est illustré dans la figure. Ça se produit lorsqu'on passe d'un profil M2 à un profil S2 en traversant un point de contrôle à l'intersection des deux pentes. Pour le deuxième cas, la première pente demeure inchangée, donc YN1 égale 3,35 mètres. La deuxième pente est maintenant de 0,001, ce qui donne une profondeur normale de YN2 de 5,16 mètres. Le débit reste aussi le même. La profondeur critique est donc toujours de 3,05 mètres. Dans cette situation, nous avons deux pentes douces successives. Il y aura donc un changement de niveau d'eau graduel au niveau de la première pente afin que le niveau augmente jusqu'à 5,16 mètres à l'intersection tel qu'illustré ici. Le profil associé sera M1 et il restera inchangé même après l'intersection. Pour le troisième cas, nous avons une pente de S1 égale à 0,01 et donc abrupte. Elle devient douce, donc à S2, de 0,003. Il y aura donc forcément un ressaut hydraulique. Il reste juste à déterminer son emplacement. Pour ce faire, nous devons calculer les profondeurs conjuguées de YN1 et YN2 en commençant par calculer le nombre de fraudes
associés à chacune des profondeurs. On trouve un Y1 étoile égal à 4,17 mètres, ce qui est plus grand que YN2. Cela signifie que le ressaut se produira après le changement de pente. Il faut calculer ensuite la profondeur conjuguée de YN2 pour savoir à quelle profondeur le ressaut se produira. On trouve Y2 étoile égale à 2,76 mètres. Le profil ressemblera donc à cela. La profondeur initiale sera de YN1 égale à 2,15 mètres. Elle commencera à augmenter une fois avoir traversé l'intersection jusqu'à une profondeur de 2,76 mètres, suite à quoi un ressaut hydraulique se produira qui augmentera la profondeur de façon rapide. Celle-ci se stabilisera à la profondeur normale pour la pente de 0,003 calculée dans la partie A à 3,35 mètres. Et enfin, pour le dernier point, nous avons une pente de 0,01 abrupte qui devient douce, c'est-à-dire 0,001. Il y aura donc un autre ressaut hydraulique. On calcule la profondeur conjuguée Y1 étoile afin de savoir si le ressaut se produit avant ou après l'intersection. En trouvant Y1 étoile égale à 4,17 mètres, on peut dire que cette profondeur est plus petite que la profondeur YN2 qui est de 5,16 mètres. Le ressaut se produira donc en amont de l'intersection, tel qu'illustré sur la figure. Voici ce qui clôture notre module 11. Merci à tous de votre attention et bonne fin de semaine.